Vous êtes sur le Forum des pros. C'est un espace qui existe pour la deuxième année où différentes organisations présentent des thématiques professionnelles. Et moi, j'interviens dans le cadre de l'UPP, donc l'Union des photographes professionnels, qui est une association de défense de la photographie professionnelle qui compte environ 800 photographes professionnels en France, et dont je suis membre et adhérent. Et cette association propose plusieurs conférences les jours qui ont précédé celui-ci et jusqu'à ce soir, puisqu'on aura une autre conférence sur les plateformes low cost que j'aurai le plaisir d'animer avec d'autres administrateurs de cette association. Pour ceux qui étaient peut-être là l'année dernière, c'est exactement peu ou prou la même conférence. Donc si vous voulez revenir et réécouter, c'est super. Mais sinon, j'imagine qu'il y a plein de nouveaux, puisque les conseils que j'ai donnés l'année dernière sont toujours valables cette année avec quelques petites modifications. Bien sûr, je vais présenter et dérouler quelques points, et puis après, je prendrai vos questions et réponses sur la problématique en question. Alors, juste avant de commencer, je voulais savoir, combien il y a de photographes qui sont ici professionnels ou en déclaration d'activité ou en début de professionnalisation, si vous pouvez lever la main pour savoir un peu l'audience. D'accord. Bon, bah, c'est super. Et ça fait déjà un petit nombre. Et puis les autres, j'imagine que vous faites aussi de la photo et la télévision. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Pierre Morel. Je suis photographe et photojournaliste depuis maintenant 2007. Donc, ça va faire presque 12 ans. Et j'ai 31 ans. J'habite à Paris. J'ai grandi dans le Bugey, qui est une région de l'Ain, un petit département entre Lyon et Genève. Et je travaille pour différents clients, alors à la fois en presse, des employeurs, donc je fais du reportage sur des problématiques de société, avec des journaux aussi éclectiques que Paris Match ou Okapi pour les enfants. Et puis je travaille aussi en ce qu'on appelle de la photo corporate, donc pour des entreprises, des institutions, avec des clients aussi variés que Samsung, que des compagnies de jonglage ou que des restaurants. Voilà, donc c'est très varié. Je fais ce métier avec beaucoup de plaisir et de passion depuis 12 ans. Je suis photographe indépendant basé à Paris, mais je suis aussi membre d'une agence qui s'appelle Divergence Images, dont Bruno Lévy, qui vient de passer, le portraitiste, et c'est également membre. C'est une association qui permet de diffuser ces photographies. Et je suis aussi représenté par un agent qui s'appelle Frédéric Rossi, qui représente la compagnie. Voilà un petit peu pour mon parcours. J'interviens aussi dans différentes écoles et j'aime beaucoup ce métier, et puis parler de ce métier-là et des outils en fait, qui m'ont permis de devenir photographe professionnel et de réussir à rester photographe professionnel. Et ce que je vais vous partager ce matin, c'est une dizaine de petites astuces ou de choses qui me paraissent fondamentales pour faire ce métier, puisque souvent quand on veut être photographe, on apprend à bien composer ses images, à bien les retoucher, à bien cadrer, à bien construire sa série. Mais on n'apprend que trop peu, que ce soit en école ou dans les livres, à devenir un bon professionnel, au sens à bien vendre ses images, à savoir comment se constituer un réseau, à savoir comment bien vivre son indépendance, puisque c'est un métier qui s'exerce majoritairement sous forme d'indépendance, c'est-à-dire que vous n'avez pas un staff au-dessus de vous qui va vous dire quoi faire tous les jours. Et du coup, être indépendant, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas forcément quelque chose qu'on appelle. Et du coup, il y a des petites choses à penser, à mettre en œuvre, pour avoir une démarche proactive et qui permettent de gagner de l'argent ensuite et puis de bien vivre de ce métier-là. Donc je vais dérouler un peu ces 10 commandements qui me semblent fondamentaux. Alors, si ça marche. Alors la première chose, quand on fait ce métier, qui me semble vraiment important, c'est de s'informer. Là, je vous ai mis quelques livres. L'information, ça va être la base. Pourquoi c'est important? Parce qu'on fait un métier qui est, contrairement peut-être à boulanger ou boucher ou à maçon, il y a autant de photographes et de façons de faire de la photographie qu'il y a de photographes. Donc vous avez énormément de possibilités de faire ce métier très différent. Donc c'est un métier très hétérogène en fait. Chaque photographe va avoir une façon de deviser, de gérer ses clients, de faire des tarifs différentes. Et du coup cette hétérogénéité, elle nous oblige en tant que photographe à essayer de s'homogénéiser au maximum, et ça passe par de l'information. Parce que par l'information, plus on a tous et toutes la même information, plus on va être en capacité de défendre nos droits et nos intérêts et de comprendre comment marche ce métier. Et c'est très difficile. Moi, ça fait 12 ans que je fais ce métier et j'en apprends encore tous les jours en discutant avec des confrères et des consoeurs. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, dont il y en a une dans la salle, Éric Delamarre, qui ont écrit des livres et qui font du travail comme ça, d'essayer de faire la synthèse des bonnes pratiques professionnelles. Et je ne saurais que trop vous recommander, du coup,
les choses à faire quand on commence ce métier, c'est d'acheter notamment le livre Profession photographe indépendant, qui est fait par les éditions Erol, et dont j'ai eu le plaisir maintenant cette année de faire la préface, et qui est écrit par Éric Delamarre, et qui donne toutes les astuces en termes de déclaration d'activité, comment facturer, quel taux de TVA, comment remplir sa déclaration BNC au fil d'une année, qu'est-ce qu'on fait avec le multistatut, etc. Donc ça, c'est un peu la Bible à laquelle vous devez vous référer tout le temps, comme un bon chrétien, ou il faut avoir son livre de chevet, et donc photographe indépendant, c'est quelque chose d'important. Il y a d'autres livres qui ont été mis en place, notamment chez Erol, qui fait un gros travail autour de la photographie professionnelle. Ils ont une collection qui s'appelle Photo Pro. Il y a notamment un livre sur le photojournalisme, être photojournaliste aujourd'hui. Et vraiment, achetez-les, lisez-les, empruntez-les. Et vous avez aussi une autre personne, Joëlle Verbruch, qui est avocate, photographe également, qui depuis une dizaine d'années tient un blog qui s'appelle Droit et photographie, et qui elle aussi, avec les éditions avec le concours de compétences photo, a fait plusieurs livres, notamment sur le droit à l'image et le droit de faire des images, qui est assez intéressant et qui permet de faire un état des lieux de la jurisprudence à ce niveau-là. Donc c'est des livres, moi je les ai tous, qui sont assez complémentaires, vous pouvez les emprunter, et vraiment c'est la réussite, c'est la première chose à faire quand on fait ce métier, c'est vraiment s'informer avec ces livres ici. La deuxième chose, en plus de s'informer donc dans une démarche un peu, descendante, vous avez des livres, vous allez les lire, c'est aussi informer et partager. Et il existe différents outils dans ce métier-là parce qu'on est photographe, on est indépendant. Alors, j'ai la chance de vivre à Paris, il y a beaucoup de photographes et du coup, on peut les rencontrer physiquement dans des festivals, dans des vernissages, dans des apéritifs et échanger sur des problématiques professionnelles. Mais peut-être que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément le temps, le loisir de sortir ou sont dans des territoires où il y a moins de photographes. Et du coup, grâce à Internet, heureusement, on peut rencontrer énormément de photographes et échanger. Donc, échanger, ça va être important. Ça veut dire quand vous avez des questions, quand vous avez des problèmes, une hésitation sur un tarif, ces outils-là, ces plateformes, ces quelques exemples, vont vous permettre de prendre des conseils, d'avoir des témoignages d'autres photographes, d'autres pairs, et du coup de mieux travailler. Alors les deux premières choses, ce sont EP France et la liste Pige. Ce sont des listes de discussions par mail qui ont été alors très spécifiques. EP France est vraiment réservé aux photographes professionnels. Il y a plus de 350 à 400 membres. Et c'est une liste qui a été créée, qu'on a créée avec des amis il y a presque 10 ans maintenant. Et le but, c'est de pouvoir parler entre nous, sans clients, de problématiques liées aux tarifs, aux droits. Alors au départ, c'était vraiment pour des photographes de presse. Donc on parlait de, Bayard Presse, le journal La Croix nous propose un tarif, est-ce que c'est normal? Et du coup, les photographes répondaient non, c'est pas normal. Ou alors oui, moi j'ai accepté, etc. Donc ça permet d'avoir des informations. Donc c'est une liste qui est modérée par des photographes, réservée aux photographes professionnels. Maintenant on étend à d'autres problématiques comme la photo corporate. Et la liste Pige, c'est une liste aussi pour tous les journalistes, tous les métiers de la presse, on va dire rédacteurs, vidéastes, journalistes radio. C'est une liste qui compte maintenant près de 1200 pigistes, alors qui est spécifiquement liée aux problématiques liées aux relations avec la presse et les journaux. Parce qu'en France, voilà, vous l'apprendrez peut-être en lisant les livres, il y a plusieurs façons d'exercer le métier de photographe, il y a plusieurs statuts. Et le statut de journaliste, c'est un statut de salarié. On est journaliste rémunéré à la pige, vous avez peut-être entendu parler de ça. Et du coup, ce statut de salarié implique des relations particulières avec les journaux. C'est une relation d'employeur et d'employé. Même si on est indépendant. Donc moi, je suis salarié des journaux quand ils m'envoient en commande ponctuellement. Et du coup, c'est vrai que les espaces de discussion que je vous mentionne, ou les livres, se sont souvent rattachés au statut qui est propre à chaque type d'activité dans la photographie. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc la liste Pige, c'est plutôt pour les journalistes. Et Éric Delamarre, également encore lui, il a créé un groupe Facebook qui s'appelle pour l'instant Deville Excel GPLA, mais qui changera peut-être de nom. Non, pas encore, bientôt. Et c'est un groupe, il y a plus de 3500 membres, si je m'abuse, qui est très intéressant, très actif en ce moment, où Éric ou d'autres photographes répondent continuellement à énormément de questions avec beaucoup d'assiduité sur des problématiques de devis, sur des problématiques de relance de paiement, etc. Donc c'est vraiment un endroit où il faut être. C'est gratuit si vous êtes sur Facebook. Et enfin, le SNJ, donc le Syndicat national des journalistes, a aussi un groupe spécialisé. Alors leur adresse est un peu compliquée, mais si vous tapez info pigiste SNJ, où vous pouvez trouver des réponses à des problématiques spécifiques de la presse. Alors, ça, c'est quelques outils. Si vous cherchez sur Facebook, il y a encore d'autres endroits où il y a des petits groupes, etc.
Notre rêve à beaucoup d'entre nous qui sommes actifs dans la photographie, c'est d'éviter l'éparpillement des sources d'informations pour éviter de se répéter. Et c'est vrai qu'une des grandes difficultés de notre métier, la précarité de notre métier, tient aussi au fait qu'il y a presque autant de groupes Facebook qu'il y a de photographes aussi, et chacun gueule dans son coin. Et du coup, c'est bien de se regrouper dans des groupes où vous avez une masse critique d'utilisateurs pour avoir vraiment l'information la plus précise et que l'information circule en cas de problème ou peut-être plus tard d'actions collectives à mener ensemble. Voilà. Je continue. Donc, s'informer, informer ou partager les expériences et se former. Quand vous êtes photographe professionnel, en fait, on a énormément de droits aussi. On a l'impression qu'on paye que des taxes à l'IRSEC, à la GESA, etc. Mais la contribution à côté de ça, c'est qu'on bénéficie notamment de droits et qui sont utilisables et mobilisables. Et notamment, là, je mentionne l'AFDAS, qui est un OPCA, c'est un organisme qui est chargé de la formation continue des artistes-auteurs et aussi des journalistes rémunérés à la pige. Alors pour l'instant c'est l'AFDAS, peut-être que ça changera avec la réforme de la formation continue. Mais quand vous êtes photographe, voilà, vous avez la possibilité d'avoir de la formation continue grâce à votre statut qui était les premières années assez généreuse et qui vous permet de faire des stages, par exemple de langue, des stages de retouche, des stages de prise de vue au flash. Et ça, c'est entièrement financé par l'AFDAS. Vous n'avez pas d'argent avancé. Moi, c'est quelque chose, ça fait 12 ans que je fais ce métier. J'ai dû faire 5 ou 6 stages financés par l'AFDAS, même ces dernières années, puisque c'est un métier où il faut continuellement se mettre à jour. Et la formation continue donc pour les artistes, auteurs, photographes AGESA, c'est quelque chose qui a été obtenu de longues luttes dans les années 2000 par de nombreuses organisations, dont l'UPP, et qui permet aujourd'hui d'avoir un même droit que les salariés, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier de la formation continue. Et trop peu de photographes utilisent leurs droits comme l'AFDAS. Un autre petit truc très important, et que moi, par exemple, j'ai fait beaucoup trop tard, on fait un métier qui a une expérience, qui a une responsabilité. Et jusqu'à 2016, j'étais pas assuré professionnellement par rapport au risque que je pouvais faire. Donc c'était une grande erreur de ma part en tant que jeune photographe. C'est-à-dire si mon flash, par exemple, chez un client, il tombait sur sa tête, eh ben, j'étais pas assuré dans le cadre de mon activité. Donc, quand vous faites ce métier, c'est vrai que prendre une responsabilité civile professionnelle, ce qu'on appelle une RC Pro, c'est un peu le pendant professionnel de la responsabilité civile personnelle. C'est assez bien. Moi, je suis à la MAF, une mutualiste. Je ne serais que trop recommandé les mutualistes également par rapport aux assurances privées, mais c'est environ 60 € par an et ça rentre dans vos frais et charges. Mais c'est quelque chose d'assez important dont on ne pense pas forcément et qui parfois peut être demandé par des clients comme des collectivités territoriales ou certaines entreprises de prouver que vous avez bien une assurance pour protéger votre activité. Ensuite, en tant que professionnel, et notamment je parle aux photojournalistes ou aux jeunes et moins jeunes qui voudraient aller sur des terrains difficiles, vous avez certainement entendu parler de photographes qui ont des problèmes de santé, de blessures, ou voire même le cas ultime de décès. Et dans la profession, notamment les photojournalistes, les photographes étant très externalisés des journaux, s'est mis en place des outils qui permettent de protéger les photographes qui vont faire des reportages dans des zones compliquées, même si vous n'êtes pas forcément un photographe de guerre, mais si vous allez faire des reportages en Amazonie, etc. Donc il y a 2 assurances qui existent, Audience Sécurité Reportage. Alors Audience, c'est une caisse de prévoyance qui s'occupe des métiers principalement créatifs, des intermittents, etc. Ils ont plusieurs solutions, des mutuelles, et grâce à l'UPP et notamment, d'ailleurs, il y a une assurance qui coûte environ 200 € par an et qui permet d'être couvert sur tous les pays du monde, quelles que soient les situations, et qui permet d'être rapatrié en cas de problème on va dire physique sur ces terrains-là. Et Reporters sans frontières, l'association qui défend la liberté de la presse, a également un système d'assurance pour les pigistes qui voudraient partir à l'étranger dans des zones de conflit. Donc ça, c'est aussi très important. C'est souvent l'impression on peut prendre son boîtier et partir, mais il y a de la responsabilité, il faut faire attention, donc pensez à vous assurer. Ah, on va pas mettre la télé. Excusez-moi. Je n'ai pas de télé chez moi, du coup, je ne sais pas comment ça marche. Tac. Voilà. Alors, la comptabilité aussi, très important.
Quand on fait ce métier, bon, on se dit ah, super, il faut faire des photos. Puis après, il y a notre première facture. Alors moi, comme beaucoup d'autres, je l'ai fait d'abord sur Word, et puis tu fais un tableau, puis tu fais d'abord ton devis, puis après ça bouge, tous les chiffres bougent, et après tu fais un copier-coller pour faire une facture. Aujourd'hui, il y a plein de solutions en ligne qui permettent de faire des devis ou des factures, et puis de vous aider dans votre comptabilité. Et c'est super important parce qu'un photographe qui va bien gérer sa comptabilité, ce sera un photographe qui sera au fait de son activité, qui va paraître sérieux aux yeux des clients, et vous serez payé au moins dans les temps, etc. Donc il y a des outils qui existent spécialisés pour, notamment avec un aspect auteur-photographe ou micro-entreprise. Donc il y a Factomos ou Freelancer App. Factomos est plus actif aujourd'hui que Freelancer App, mais moi j'utilise Freelancer App. Il y a peut-être d'autres solutions. Je crois qu'Eric Delamare a aussi, peut-être dans les prochains mois, une solution développée là-dessus. Voilà, vous avez des outils comme ça de facturation qui existent et qui sont très utiles, voilà, pour gérer vos devis et factures. Et c'est vraiment à mettre en place. Et ensuite, vous pouvez faire appel, quand vous êtes photographe, à des services. Moi, le premier conseil et un des premiers investissements les plus avantageux pour moi, c'était de prendre un expert ou une experte comptable. Et donc, 2 ans après mon lancement d'activité, j'ai travaillé avec une comptable basée à Paris et qui est spécialisée dans le droit d'auteur, dans les photographes, etc. Donc, il connaît bien nos statuts, ça c'est important, mais vous avez différents cabinets et listes. Et justement, en regardant les livres ou en demandant sur Internet, on peut vous recommander comme ça des comptables. C'est un investissement, on va dire que c'est entre 800 et 1200 euros par an, c'est pour un chiffre d'affaires entre 20 et 80 000 euros par an, on va dire que c'est ça. Et ça vous aide vraiment. C'est un investissement, mais vous allez gagner du temps, vous allez... Peut-être votre comptable va aussi vous donner va vous expliquer qu'il y a des petites cases à cocher dans les déclarations de revenus qui vous permettent de déduire une partie de vos bénéfices, etc. Donc il y a des avantages dont on n'a pas forcément conscience. Et donc faire la démarche quand vous voulez faire ce métier de prendre une comptable, c'est très important. Et ensuite, vous pouvez aussi adhérer à une association de gestion agréée, qui sont des organismes structurés et réglementés, et dont l'adhésion coûte entre 200 et 400 euros par an. Il y en a différents à Paris. Ce sont des associations qui sont chargées un peu de valider vos comptes et chaque année de regarder que vos comptes, notamment transmis par la comptable, sont réglementaires, et vous bénéficiez d'un avantage fiscal en étant adhérent à une association de gestion agréée parce que vos comptes sont validés et du coup le fisc considère que voilà, il présente moins de risques qu'une personne qui n'aurait pas fait valider ses comptes par une association de gestion agréée. Donc ça, c'est des services voilà, très importants en tant que photographe indépendant, mais c'est vrai qu'on ne les apprend pas forcément à l'école. Et voilà, il faut les faire. Autre chose, avec ce métier, on peut gagner aussi beaucoup d'argent sans forcément faire grand-chose. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est les sociétés de gestion des droits d'auteur. En France, comme dans d'autres pays européens, vos images, donc, elles sont protégées par le droit d'auteur. Et vous pouvez toucher des droits directs, c'est-à-dire quand vous vendez une image à un client, vous lui faites une cession de droits correspondant à cette utilisation. Mais il y a aussi des droits qu'on appelle collectifs ou indirects. Alors pour essayer d'expliquer à quoi ça correspond, c'est-à-dire que ce qu'on appelle un diffuseur, donc ça peut être une bibliothèque, une chaîne de télévision, des journaux, ils utilisent beaucoup d'images, plein d'images. Certaines, ils les achètent, certaines, ils les récupèrent par des services de presse, etc. Pour cette utilisation, l'État français leur demande de payer une taxe, donc de droit collectif. Cette taxe remonte au niveau de l'État français et ensuite, donc c'est plusieurs millions d'euros, ça redescend auprès d'organismes qu'on appelle les sociétés de gestion de droits d'auteur. Je crois qu'elles ont peut-être un autre nom maintenant. Et il y en a environ une vingtaine en France qui correspondent à différents types de métiers de la création. Vous avez la plus connue qui s'appelle la SACEM, c'est surtout pour les auteurs, compositeurs, musiciens. Et pour les photographes, vous en avez 2, voire 3, qui sont la SCAM, la SAIF et la DAGP éventuellement. Donc vous êtes soit adhérent à l'une, soit à l'autre. Moi, je suis à la SAIF parce qu'elle est historiquement proche de l'UPP et elle représente le plus grand contingent de photographes. Donc, dès que vous faites des photos, même si vous n'êtes pas obligatoirement forcément déclaré comme photographe professionnel, ou même si vous êtes par exemple ayant droit ou héritier d'un photographe, adhérez à la SAIF, c'est 15,24 € à vie. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que chaque année, la SAIF, donc elle a 4000 adhérents aujourd'hui, elle reçoit un pactole de plusieurs millions d'euros, elle va le dispatcher entre tous ses membres. C'est-à-dire, voilà, il y a de l'argent qui a été reçu collectivement, et elle va le dispatcher entre tous ses membres en fonction de vous, des déclarations d'activité que vous allez faire. Donc chaque année, vous avez un formulaire, ça te prend une demi-journée à remplir, où vous devez expliquer où sont parues vos images, dans quel magazine, dans quel livre, etc.
plus une partie d'activité générale. Ensuite, la SAIF a un algorithme particulier et vous recevez un chèque. Alors moi, la première année, il y a 10 ans, c'était 60 € et cette année, c'était 2000 €. C'est au niveau de Noël. Et voilà, et ça a monté de chaque année en chaque année. Et beaucoup de photographes que je connais ont un montant entre 500 et 1000 € peut-être chaque année. Donc, ce n'est pas non plus négligeable pour un investissement à 15 €. Et vous y avez tous droit en tant que photographe. Après, il faut bien faire les démarches. Et dans un deuxième temps, c'est aussi intéressant ces sociétés de droits d'auteur, puisqu'elles font un travail de lobbying, d'action culturelle et aussi de services juridiques. Par exemple, la SAIF peut agir pour vous en cas de contrefaçon, c'est-à-dire on va dire le vol d'une photo, pour parler plus simplement, par un client, par exemple, ou par un journal. Vous pouvez demander à la SAIF d'agir pour vous. Donc, ils font un constat d'huissier, ils vont faire une lettre de mise en demeure et la SAIF va percevoir l'indemnité donc qui correspond à cette contrefaçon et va vous reverser le total, prélevant moyennant une commission de 15%. Donc c'est assez peu, mais donc, de leur part, et c'est un service qui est assez utile. Donc voilà, il y a plusieurs propositions qui sont faites par la SAIF pour les professionnels. Donc c'est vraiment important d'en être membre et ça coûte vraiment pas cher. Donc c'est le truc à faire tout de suite dès que vous sortez d'école ou dès que vous vous lancez dans ce métier. Je continue. Quelque chose qui est très important aussi, je pense, c'est... il y a un chef de service photo qui disait souvent, bah voilà, si tu n'es pas prêt à payer pour ton travail, personne ne sera prêt à payer pour toi. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on fait ce métier-là. Voilà, c'est qu'il va falloir investir et aussi créer les conditions de bonne éthique et d'une belle société. Et du coup, comme beaucoup d'autres ici, j'ai craqué Lightroom et Photoshop dans mes premières années. Et je me suis mis à les payer voilà, quand ils sont passés à un système d'abonnement. Mais aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière et ça me paraît complètement évident de payer ces logiciels, ces outils, de payer aussi ses assistants et ses stagiaires. Et ça, j'insiste parce que énormément de photographes profitent de cette main-d'œuvre gratuite d'un métier qui fait rêver. Mais on ne change pas le monde si on continue sur ce système en disant « Ah bah oui, bah, si tu apprends, on ne va pas te payer, etc. » Donc je vous invite vraiment, ça c'est plutôt comment dire, un conseil social et d'éthique, à vous dire, bah voilà, mettez les budgets, c'est vous qui donnez des ordres, c'est vous qui profitez de cette activité. Donc les gens que vous allez faire travailler autour de vous, des graphistes, des consultants, des comptables, c'est un investissement, mais ça va vous revenir. Donc mettez-vous dans des bonnes conditions, mettez les lignes budgétaires qui correspondent, même dans vos devis. Et puis tout ça, vous allez voir, vous allez prendre une certaine valeur qui va être importante. De même que les impôts et les taxes. Souvent, j'entends dans ce métier des gens qui voilà, ils sont assez fiers de faire du black ou tout ça, ou du mariage, ou de trouver des petites astuces. J'en ai fait aussi au début, mais ce n'est pas quelque chose que je recommande parce que voilà, on vit dans une société républicaine avec un contrat social qui fait que les impôts et les taxes nous reviennent indirectement par des aides en termes de sécurité sociale, de droit à la retraite, de formation. Et ça, c'est vraiment très important. Donc des fois, on peste contre les cotisations qui nous arrivent, mais elles permettent aussi de faire une société qui vit et qui est résiliente. Donc ça, c'est très important. Et pareil, n'hésitez pas voilà, aussi à faire appel à des consultants, à mettre de l'argent pour faire un site web, pour payer un graphiste, pour vous faire une belle carte de visite, une belle plaquette de présentation ou avoir des beaux tirages. C'est quelque chose qui va vous revenir. Voilà. Il faut investir dans ce métier et le payer. Ensuite, ce qui est très important, une des choses qui, moi, après la comptable, la deuxième chose qui m'a été vraiment structurante, c'est de prendre un bureau. Et un bureau partagé, alors ça peut s'appeler coworking, ça peut être un atelier d'artistes, mais quand on fait ce métier, on est tout seul. Et du coup, d'avoir la chance de pouvoir échanger avec d'autres professionnels qui ne sont pas forcément des photographes, ça vous fait sortir de chez vous, ça vous permet de vous habiller, ça vous permet d'être en meilleures conditions quand vous répondez au téléphone. Et aussi, ça va permettre de séparer vous faites un métier passion, la photographie. Et souvent, un métier passion, on peut le faire tout le temps. Et alors, quand on n'a pas de bureau, on va travailler sur ces images jusqu'à 23h, minuit. Le lendemain matin, on va avoir du mal en fait à se structurer professionnellement. Prendre un bureau, c'est-à-dire vous séparez vraiment le domicile, le privé de votre activité professionnelle. Et ça va vous faire du bien. C'est un investissement au départ, mais moi, vraiment, dans la tête et dans l'esprit, tous les photographes qui marchent, c'est ceux qui arrivent vraiment à faire cette séparation. Et par le bureau, ça marche super bien. Et ensuite, vous échangez avec d'autres professionnels. Moi, j'ai eu 6 bureaux depuis 10 ans, avec à chaque fois des gens différents. Là, je suis avec une super équipe d'une quinzaine de personnes, avec des graphistes, des vidéastes, 3 autres photographes. On a une communicante. On échange, on mutualise du matériel, par exemple. On est à Paris République. On échange des contacts, on se voit. Des fois, on fait des projets ensemble. Donc ça, c'est
c'est vraiment bien. Il y en a un peu partout, des espaces de travail partagés aujourd'hui. Je vous encourage vivement voilà, à y réfléchir. Et ensuite, en faisant ce métier aussi, c'est bon, si vous êtes là au Salon de la Photo, c'est déjà un premier pas, c'est-à-dire que vous vous rassemblez, vous intéressez à votre médium, mais pour réussir dans ce métier, voilà, faut connaître du monde, il faut savoir ce qui se passe. Donc les festivals, c'est super important. Moi, en tant que photojournaliste, mon rendez-vous annuel, c'est Visa pour l'image à Perpignan. Si vous aimez beaucoup la photo d'art, il faut au moins aller une fois dans votre vie à Arles, notamment pendant la semaine d'ouverture, pour rencontrer des galeristes, d'autres photographes qui viennent du monde entier. Et il y a énormément d'autres festivals. Aujourd'hui, pendant ce mois-ci à Paris, c'est le mois de la photo. Il y a beaucoup d'événements, Paris Photo, la foire d'art contemporain consacrée à la photographie. Vous avez aussi le festival dans le 10e arrondissement, le mois de la photo. Donc il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est des endroits où vous allez trouver de l'information, échanger. Donc aller dans des festivals, c'est aussi un investissement professionnel. Et en plus, on s'amuse. Généralement, c'est le moment de boire des coups avec vos clients que vous ne voyez pas le reste de l'année. Et puis essayer de faire partie d'un collectif. Alors c'est quelque chose, chez les photojournalistes, on a beaucoup ce côté tribu, collectif, peut-être parce que beaucoup de photojournalistes considèrent que leur photo a un certain sens, etc. Puis il y a un travail comme ça. Donc chez les photojournalistes, il y a une idée de se structurer souvent en agence, en collectif, pour faire face à la précarité, changer des fois un bureau. Donc un collectif, ça peut être juste une réunion de deux potes qui ont envie de faire des choses ensemble. Moi par exemple, mon premier collectif, on va dire, c'était... après l'école, j'ai fait une école qui s'appelle l'École des métiers de l'information, CFD, en 2007. Pendant les 3 années après la sortie de l'école, on faisait un café tous les mercredis matins à 8 h du matin avec les élèves de la promotion et aux Folies à Belleville, pour ceux qui connaissent. Donc on se levait très tôt et jusqu'à 9 h, on discutait un peu comment ça va, est-ce que tu as des contacts, c'est quoi tes projets en ce moment. Et ça, c'est un truc super bien. Donc c'est un collectif un peu informel. Après, on a fait un groupe Facebook, on était plus de 100 et ça a duré 3 ans. Et en fait, ça te structure, c'est comme le bureau. Tu te dis, voilà, je suis vraiment photographe. Parce que être photographe professionnel, personne ne va vous donner ce titre-là, c'est vous qui allez vous le donner dans votre tête et qui allez vous accaparer, ce titre-là et cette professionnalité. Et se donner des petits trucs comme ça, c'est vachement bien. Depuis, maintenant, ça s'appelle des bières et des photos, parce qu'on travaille tous beaucoup. Et du coup, c'est une fois par mois, dans un bar parisien, on se retrouve avec des clients et des photographes pour boire des bières. Voilà. Et puis vous avez d'autres types de collectifs, comme je vous parlais de Divergence Image, par exemple, qui est mon agence, qui est une association loi 1901. Et là, on mutualise, nous, un outil de diffusion qui nous permet de revendre nos images auprès de la presse, notamment, donc via un système d'archives. Et on est un peu autogéré, puisqu'on est une association, donc il y a un conseil d'administration qui décide un peu des orientations de l'association. Mais des collectifs peuvent être juste des collectifs de travail avec des gens très différents, comme des graphistes, des journalistes écrits ou des plasticiens. Et comme ça, vous faites société et vous échangez des informations, c'est très important et c'est dans la logique de réseau. En tout cas, les photographes ne se font jamais tout seuls, comme n'importe quel individu, on fait partie d'une société et c'est très important d'avoir ça en tête. Il faut donner, puis recevoir et faire ensemble. Ensuite, un petit conseil. Récemment, j'ai dû travailler avec des photographes, les faire travailler sur un projet culturel et certains photographes, j'ai dû les relancer 4 fois pour avoir leur facture au bout de 3 mois. Et ça, c'est une lacune qu'on a et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la professionnalité. Vos factures, vos devis, ça doit être envoyé le plus rapidement possible. Et je sais que s'il y a bien quelque chose que j'ai appris en 12 ans, c'est plus vous êtes réactif sur vos devis et vos factures par rapport à un coup de fil client, plus vite ça va marcher. Vous allez tout de suite confirmer généralement un devis et plus vite votre facture est envoyée, plus vite vous allez être payé. Donc il y a beaucoup de photographes qui se plaignent des retards de paiement, mais je sais et d'expérience qu'on est beaucoup de photographes à mettre beaucoup trop de temps à envoyer nos factures, etc. Donc ça, faites-le tout le temps. Et de même que votre téléphone, dès que vous avez une demande client, plus vous serez réactif dans les 24 heures, force de proposition, plus ça va marcher, vous allez convertir votre devis en proposition commerciale validée. Et souvent on l'oublie, mais c'est vraiment super important. Et posez-vous toujours la question, voilà, quand vous faites appel à un prestataire externe, je sais pas, un médecin, un plombier, un artisan notamment, dites-vous, voilà, qu'est-ce qui vous inspire le sérieux? C'est généralement quand vous recevez, vous contactez quelqu'un, vous recevez tout de suite un devis, une facture, une proposition détaillée, et ça vous inspire le sérieux. Donc mettez-vous à la place de si vous étiez le client, comment vous aimeriez être reçu par vous, photographe. Et quand vous faites cette bascule dans votre tête, vous vous dites, oui, il faut que j'ai un sens du relation commerciale et du service client qui est super important. Et après, ça compte aussi dans la sympathie que vous allez avoir avec vos clients, etc. Moi, ce n'est pas mes photos qui me font travailler en tant que tel, c'est aussi 50%, voire plus, de ma réussite dans ce métier tient au fait que les gens m'ont dit, je suis sympa et j'aime beaucoup faire ce métier. Et je dis ça
c'est super important. Voilà, montrez que vous aimez ça, vous êtes des prestataires des fois, voilà, vous répondez à une demande. Si vous avez ça, après le reste, ça déroule, quelles que soient, on va dire, les photos que vous faites, du moment que ça correspond quand même au minimum. Enfin, ce qui est très important, voilà, dans cette logique de collectif, etc., engagez-vous, qui disait. Donc il y a différentes structures, hein, et elles sont mouvantes. Il y en a qui sont spécialisées pour les photojournalistes, il y a les syndicats, il y a l'Union des photographes professionnels dont je fais partie. Vous avez aussi des structures collectives comme la SAIF. Vous avez des réseaux sur Internet qui essayent de faire de l'action collective. Ça, c'est assez important parce que ça permet de modifier les lois, ça permet d'échanger des informations, ça permet de faire du lobbying quand il y a peut-être de la concurrence déloyale de la part de grandes entreprises. Donc c'est quelque chose qui est concomitant avec l'activité de photographe. Moi, je pense que, voilà, surtout dans ce métier-là très précaire, plus on a de gens qui vont s'engager et partager leurs informations, plus on sera en capacité d'avoir une profession qui se défend et qui est consciente d'elle-même. Et même, alors ça c'est mon petit côté politique, mais n'hésitez pas à rejoindre des partis politiques. Je veux dire, souvent on a l'impression qu'on fait un métier qui est désincarné par rapport à des politiques publiques, et enfin qui ne seraient pas liés. Voilà, mais la politique culturelle, ça existe. Donc les partis sur l'échiquier politique, ils ont une influence aussi sur votre capacité à vivre de la culture, à faire vivre la culture. Et donc nos choix de vote, nos choix politiques vont modifier les lois, vont modifier notre capacité à faire ce métier-là. Là, il y a une réforme de l'assurance chômage, par exemple, qui va toucher directement, par exemple, des journalistes pigistes ou des gens qui travaillent de manière assez discontinue, comme nos activités. Et donc, c'est quelque chose de politique. Donc, je vous invite aussi à rejoindre et à faire vivre la politique dans notre pays, parce que ça joue ensuite sur notre activité de créateur et d'artiste ou de photographe. Voilà, en conclusion, être un bon professionnel, c'est mettre ses conditions d'exercice au top niveau, avant même ses photos. C'est vraiment, si vous êtes déjà un bon professionnel, au sens vraiment que vous pouvez vendre des photos comme des livres, comme des pains au chocolat, je pense que vous avez déjà fait la moitié du boulot. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a souvent des photographes qui marchent très bien et qui ont fait des écoles de commerce, et finalement, bon, leurs photos ne sont pas des fois plus extraordinaires que d'autres, mais c'est des très bons entrepreneurs culturels, j'appelle ça, et qui sont capables de comprendre que c'est avant tout un business, avant d'être une passion ou un métier artistique. Et j'axe volontairement là-dessus parce que plus vous en faites votre business et plus ça marche bien, vous trouvez les subventions, vous sachez comment vous démerder par rapport au prix, au centre d'art, plus vous allez être libre dans votre création parce que vous allez avoir des fonds, vous allez vous sentir bien dans votre métier, vous allez pouvoir vous détacher un peu de ce que vous faites. Et donc montrez votre travail, super important, tout le temps. Ça, n'hésitez pas, voilà, à aller voir, surtout quand vous commencez. On a peur de ne pas se sentir prêt pour montrer ses images, etc. Personne va venir vous chercher, donc vous montrez tout de suite, vous faire des lectures de portfolio. Ici, il y a plein de stands, vous prenez votre bouquin et vous montrez votre travail. Internet permet de montrer plein de projets, c'est super bien. Demandez haut, on en parlera un peu cet après-midi aussi, et puis dans toutes les autres conférences, votre prix va déterminer aussi votre positionnement sur le marché et votre valeur que vous allez vous donner à vous-même. Et on peut faire ce métier en faisant énormément de volume, c'est-à-dire en faisant des commandes, en vendant beaucoup de photos très peu chères. Et donc vous allez peut-être vous épuiser, vous allez dans une logique de volume à faire 5 reportages par jour et à pas voir le bout de votre activité, où ça vous mène. Mais vous pouvez aussi vous positionner comme étant un artisan, vous êtes un artiste, vous faites de la photo, moi des fois que j'appelle bio-équitable, quoi. Vous êtes en circuit court et c'est cette position qui peut être intéressante parce que du coup vous allez vous donner une valeur plus importante. Et une valeur plus importante, ça veut dire être rémunéré mieux en travaillant moins, et c'est tout à fait possible. Et souvent aussi, on a peur de demander haut dans nos devis, dans nos prestations, mais il ne faut pas oublier que des fois, il y a des gens, s'ils voient que votre tarif il est trop bas, ils se disent cette personne n'est pas sérieuse non plus. Et donc votre valeur, c'est assez important. Et c'est vrai que quand on commence, on se dit c'est super déjà de gagner 200 ou 300 euros pour une photo, pour un reportage. On se dit c'est extraordinaire parce que c'est ce que j'aime. Et du coup, il y a cette passion qui fait que on n'ose pas demander plus, demander 1000, 1500 euros pour une journée de travail en corporate, par exemple, qui sont un peu les tarifs qui se pratiquent aujourd'hui. Donc n'ayez pas peur, ça vient petit à petit en échangeant avec d'autres professionnels qui vous disent oui, c'est possible. Vous verrez, ça passe et ensuite on se sent beaucoup mieux. Et puis dites-vous aussi toujours, il faut mieux faire un mariage à 3000 euros, par exemple, que 3 mariages à 1000 euros. Donc c'est des petites réflexions à se mettre dans la tête en se disant des fois peut-être que je vais refuser, il y a 3 mariages qui vont pas passer, mais il y en aura le bon à 3000 euros, puis j'aurai travaillé moins et j'aurai gagné tout autant. Et puis amusez-vous,
enfin, c'est un super métier dans toutes ses facettes, que ce soit dans la création, dans le photojournalisme, dans la photographie prestataire, mais enfin, c'est la base. Et il y a beaucoup de photographes comme c'est un métier avec beaucoup d'idéaux et d'idéal, quand on le commence, on ne trouve pas forcément les échos qu'on cherche par rapport à ce métier. On n'arrive pas à concrétiser la passion qu'on a ou les engagements qu'on a à travers le marché qui est quand même assez difficile et précaire. Et du coup, n'oubliez pas de faire des choses qui vous font plaisir, de prendre le temps aussi. Moi, ma carrière s'est construite, ça fait 12 ans, mais c'est qu'au bout de 5-6 ans que je me suis senti vraiment bien, en capacité de dire non, en capacité de comprendre comment marchait le métier et ce qui me plaisait vraiment dans ce métier. Donc ça prend du temps, laissez-vous le temps. Je dis notamment ça pour les photojournalistes ou les gens qui ont envie de faire de la photo documentaire. Souvent, on imagine qu'on va tout de suite sortir le grand sujet qui va faire notre carrière et qui correspond à notre engagement. Et beaucoup de jeunes photographes se perdent là-dedans. Et ils vont se retrouver face à des murs. Donc au début, non, essayez plein de choses. Les photographes, vraiment des carrières, même les plus grands que vous voyez, ils ont fait plein de petites choses et tout est valable. Faire de la PQR, faire du photo de mariage, c'est très très bien. Ça vous entraîne à la pratique, vous rencontrez des gens qui vont peut-être vous faire bosser sur d'autres trucs. Donc voilà, faut pas oublier que c'est du plaisir et faut que ça reste le moteur, sinon ça sert un peu à rien. Voilà, j'ai un peu fini, j'étais rapide, j'espère que ça vous a un peu aiguillé. Est-ce qu'il y a des questions d'ici là? Non. Alors la première page pour le livre, voilà. Alors il y a on va voir, collectiviser, assurer, former, informer. Voilà. Joël Verbrugge, elle fait aussi des conférences, je pense, sur le salon de la photo. Éric Delamarre, il a fait des conférences et vous pouvez le suivre au Forum des pros. Il y a un programme à l'entrée. Et puis après, si vous allez, je pense, à la librairie Erol, qui doit être quelque part, vous avez un peu tous ces livres et à voir. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est, mais est-ce qu'il y a d'autres questions sur le métier, sur tout ça? Il y en a. C'est comme vous voulez. J'ai un dernier conseil aussi, c'est faites du vélo. Enfin, moi, c'est... je la rajoute, mais je suis devenu fan de vélo depuis 2 ans, mais vraiment. Et du coup, dans mon activité professionnelle, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Là, je suis en train de réfléchir à acheter un vélo cargo pour mettre tous mes flashs, etc. Mais c'est le moyen de transport le plus rapide, le plus efficace, notamment dans Paris. On se sent trop bien, le plus économique. Et on en a besoin. Et du coup, on peut travailler en tant que photographe en vélo. Et c'est super important. Donc voilà, c'est le petit conseil en plus. Merci à vous.